Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Info Télévision. Alors si vous êtes assis, vous êtes bien sur le canal 307 et vous nous suivez aussi sur la page Facebook Info TV Cameroun. Alors aujourd'hui, nous allons parler de femmes. Femmes, c'est-à-dire celles qui impactent, qui apportent un nouveau plus dans la société et beaucoup plus celles qui donnent la vie et puis qui éclairent un peu nos lanternes. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir une femme, pas de monde, qui s'occupe un peu du cerveau. On parle de psychologie, psychanalyse, je sais pas, peut-être elle va nous parler de Sigmund Freud et ses théories. On ne sait pas, néanmoins, on va l'accueillir en quelques instants. Sans plus tarder, nous allons prendre la première. Alors, on disait aujourd'hui, on va parler du cerveau. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des êtres humains? Et on va aussi parler de littérature, de communication et entre autres, de plein d'autres choses dont cette femme a justement cette verve pour nous éclairer. Alors, nous allons accueillir Madame Camnio Stéphanie. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Bonjour Stéphanie. Bonjour Odile. Je suis très heureuse de me retrouver sur le plateau de Talents de Femmes. Effectivement, on pourra parler de beaucoup de choses et entre autres de psychologie. Oui, tout à l'heure, quand j'ai annoncé que vous êtes psychologue, j'ai parlé de psychanalyse, vous avez souri et dit psychanalyse. C'est quoi, vous n'avez pas l'habitude de parler de ça sur les plateaux quand même? Disons que la psychanalyse est un peu le versant médiatique de la psychologie de nos jours. Ouais. Parce que pendant très longtemps, elle a fait les beaux jours de la psychologie, notamment avec Sigmund Freud, avec tous ceux qui l'ont suivi, que ce soit Carl Jung, que ce soit Mélanie Klein. Ça, ce sont les ténors de la psychanalyse. Mais aujourd'hui, elle est un peu remise en question parce que elle n'a pas suffisamment fait les preuves de ses résultats. Certes, ça soigne, mais dans quelle proportion et avec quelle certitude? Donc, selon vous, elle est exhaustive peut-être? Disons que c'est une science comme une autre, c'est une façon de soigner comme une autre. Et elle est assez discutée dans le milieu de la psychologie de nos jours. Ça dépend peut-être des contextes, peut-être des civilisations, l'ethnicité. C'est quoi? Pourquoi cette différenciation? Déjà, c'est quoi la psychanalyse? La psychanalyse, en fait, c'est ce qu'on appelle la psychologie des profondeurs. C'est une psychologie qui va chercher dans notre inconscient. Sigmund Freud pensait que nous sommes constitués de 3 instances, à savoir le ça, le surmoi et le moi, et que le moi représente ce que nous vivons au présent. Le ça, c'est tout ce qui est refoulé dans notre inconscient parce que moralement inacceptable, socialement inacceptable. Et le surmoi, c'est tout ce qui est loi, règles que nous avons intégrées pendant notre croissance. Et donc, du coup, il estime que nous sommes gérés, on va dire, à 80% par notre ça, mais que l'instance du moi va réguler cela pour que nous puissions nous comporter de façon correcte. Et du moment où notre ça est réprimé, il va se poser des problèmes émotionnels qui vont faire en sorte que l'individu tombe malade, tombe dans ce qu'on appelle la névrose. Et quand on a une névrose, maintenant, il faut aller chercher dans les profondeurs ce qui s'est passé dans l'enfance, aux différents stades de développement pour que l'individu se retrouve dans la névrose ou dans la psychose. Et à cet effet, il distingue plusieurs stades de développement, notamment le stade oral, le stade anal, le stade phallique, le stade de latence et l'adolescence. D'accord. Donc, là, on est rentré dans la tête de la psychologue Camnio Stéphanie. Mais avant ça, on va commencer déjà à parler de vos casquettes. Vous êtes psychologue et professionnel de la communication, auteur. Parlez-nous un peu de votre parcours. Comment est-ce que vous commencez en tant que psychologue, en tant qu'auteur, en tant que professionnel de la communication? On veut savoir, on aimerait savoir qui est cette dame qui aujourd'hui nous parle d'elle, ce talent de femme. Bon voilà, je suis Stéphanie Camnio et je suis née Sobgui. J'ai commencé mes études, en fait j'ai étudié pour l'essentiel à l'ouest du Cameroun, dans la ville de Bafoussam. Et j'ai fait mon université principalement à Yaoundé 1 et Yaoundé 2. Donc j'ai suivi une formation de psychologue de l'enfant à l'université de Yaoundé 1 où j'ai obtenu une maîtrise. Et j'ai suivi une formation de professionnel de la communication spécialisée dans les relations publiques et la communication d'entreprise à l'ESTIC, donc Université de Yaoundé 2.
Et après cela, j'ai travaillé comme commercial dans une entreprise de production audiovisuelle. Je suis partie de là pour travailler comme psychologue dans une ONG de psychologie. Et ensuite, je me suis retrouvée dans le monde de la banque. C'est un parcours assez atypique, un parcours fait de soubresauts, mais qui correspond véritablement à ma personnalité. Je n'aime pas m'éterniser à un endroit. Et donc, après la banque, j'ai travaillé dans des projets dédiés à l'enfance et liés à la psychologie. Et après, j'ai décidé de me mettre à mon propre compte, de m'envoler de mes propres ailes. Donc aujourd'hui, je dirige le centre de psychologie et d'action sociale qui est situé à la Nouvelle Route Bastos. Alors, on sait que vous êtes une globe-trotteur professionnelle, vous faites dans plusieurs activités, vous faites aussi également dans la littérature. Qu'est-ce qui vous amène à la littérature? On sait que vous avez commis un ouvrage, Vivre épanoui, se définir et progresser. Alors, c'est sorti aux éditions du Midi en 2020. Pourquoi est-ce que vous écrivez ce livre? Parce que quand on lit, on a le titre même, on sait que ça mène à la réflexion. Vivre épanoui, c'est quoi l'épanouissement? Donc en fait, pourquoi j'écris Vivre épanoui? Parce que je me rends compte que les femmes professionnelles, pour la plupart, ont des difficultés à lier leur vie professionnelle et leur vie privée. Je me rends compte également que les jeunes filles ont de la difficulté à se définir en tant que femmes, en tant que personnes capables de réaliser des choses. Et dans cet ouvrage, je développe, c'est essentiellement un ouvrage de développement personnel, de psychologie. Donc dans cet ouvrage, je développe la notion de dépendance affective, qui est cette tendance à agir un peu par procuration, en s'appuyant essentiellement sur des tierces personnes autour de nous. Par exemple, nos parents, le conjoint, le petit ami, etc. Donc, c'est une invite aux femmes à sortir de cette dépendance pour devenir ce qu'elles doivent être, des femmes accomplies, des femmes épanouies. Maintenant, vous m'avez demandé c'est quoi l'épanouissement. L'épanouissement se définit en fonction de chacune, mais on doit pouvoir y retrouver une notion de bonheur, on doit pouvoir y retrouver une notion de confort social, pas forcément confort matériel, même si ça peut en faire partie, mais un confort d'abord psychologique. Vous savez, les femmes très souvent souffrent de concurrence, de complexes d'infériorité, en fait, de sentiments d'infériorité, etc. Et donc, ce livre les aide à se construire pour pouvoir vivre une vie totalement épanouie. D'accord, on parle de l'épanouissement de la femme, mais aujourd'hui, avant d'écrire ce bouquin, est-ce que vous avez fait une enquête au préalable? Vous êtes descendu sur le terrain? Est-ce que vous avez, on sait que vous êtes professionnel de la communication, comment est-ce que vous avez procédé? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Votre intuition, c'est quoi exactement? D'accord, au quotidien, dans ma pratique, je m'occupe de plusieurs groupes de femmes. Et j'ai notamment un groupe, les femmes de valeur, j'en ai un autre qui s'appelle Chrétiennes épanouies. Et donc, dans ces différents groupes, nous débattons de sujets et d'autres. Et à un moment, j'ai lancé une série d'échanges sur l'épanouissement. Qu'est-ce qu'on entend par épanouissement? Les femmes devaient apporter chacune leur réponse. Quels sont les freins à votre épanouissement? Quels sont les catalyseurs de votre épanouissement et tout. Et quand j'ai vu les réponses, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et c'est comme ça que j'ai écrit le livre. Je l'ai écrit sur la base des échanges que j'ai eus avec les dames. Donc, c'est pour ça qu'il est assez pratique dans la mesure où il va toucher à des problématiques qui sont concrètes. Et enfin, maintenant, je l'ai écrit aussi parce que quand on regarde autour de soi, on se rend compte que il y a des façons assez maladroites de se mettre en couple. Les gens se mettent en couple avec ceux qu'on appelle des pervers narcissiques. Ça peut être des femmes, ça peut être des hommes, ces pervers. C'est des gens en fait qui vont se comporter comme des bourreaux vis-à-vis de leurs compagnons et les menacer en leur donnant l'impression qu'ils les aiment.
Et en fait, il profite de la dépendance affective de ces personnes pour les attacher. Et c'est comme ça que vous allez voir des personnes qui sont battues régulièrement dans leur couple, mais qui restent. Ah, on en revient, vous savez, il y a un scandale il y a quelques jours avec deux artistes, notamment celui qu'on appelle Ténor. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. On a vu une scène où justement sa copine, je ne sais pas, son ex-copine, porte la main sur lui et puis après il réagit. Est-ce qu'on peut parler de ce genre de cas de dépendance un peu affective, quelque part sentimentale? Bon, j'en ai entendu parler, mais je n'ai pas vu les images. Donc, après l'émission, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer la vidéo. Du coup, pour que je puisse me prononcer, si vous pouvez me décrire un peu ce qui s'est passé. Bon, la scène se passe comment je crois sa copine arrive, je crois c'est l'artiste Miss Noël, humoriste, et puis elle colle les vidéos. Voilà, ça commence avec des menaces. Pourquoi tu as fait ceci? On devait se séparer. Non, et puis elle pousse son doigt sur sa tête. À un moment donné, elle le pousse de l'autre côté. Après quelques secondes, on les voit revenir. Elle a la main sur son cou. Et puis à un moment donné, elle prend la bouteille pour taper sur sa tête et puis pour se défendre. Alors elle la met au sol et puis voilà. Vous savez, on a l'impression que c'est elle qui domine parce qu'elle parle plus et puis c'est elle qui est plus active dans la vidéo. Vous savez, la profession de psychologue est assez délicate et puis ça demande un certain esprit critique aussi. Qui filme la vidéo? Je crois que c'est son manager. Hein. C'est son manager. Bon, le manager filme la vidéo pendant que son poulain et son épouse sont en train de se taper dessus. Une scène de ménage, Voilà, une scène de ménage. Et il nous la balance sur les réseaux sociaux. C'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est pour relancer la carrière de Ténor? Je sais pas. Est-ce que c'est pour faire le buzz? Je sais pas. Est-ce que c'est une réelle scène de ménage? Il y a tellement de questions à se poser, donc on ne pourrait pas se prononcer de but en blanc comme ça sur ce que les gens sur les réseaux sociaux ont pu regarder. Voilà. Oui, il y a aussi la scène il y a quelques semaines aussi, la dame qui se fait tabasser dans sa voiture. Un monsieur un peu en colère. Qu'avez-vous comme impression face à ce genre de réaction, par exemple? De toutes les façons, la violence, quelle qu'elle soit, et dans quelque milieu que ce soit, est condamnable et n'est même pas recommandable. Il est hors de question que deux personnes qui vivent ensemble se retrouvent à se taper dessus ou alors à se violenter par des paroles qui peuvent blesser l'un ou l'autre. Donc, personne ne vient au monde avec l'envie de se faire humilier. Personne ne vient au monde avec l'envie de se faire blesser. Parce que au-delà de la violence physique, il y a la violence psychologique qui est parfois même encore plus difficile à tenir que la violence physique. Donc du coup, moi ce que je dis, c'est que c'est inadmissible de lever la main sur l'autre. D'accord. Alors, on voit souvent dans la culture un peu bêtise où on voit des femmes qui disent la preuve d'amour, c'est quand peut-être mon mari porte la main sur moi. Que pensez-vous de ça, par exemple? Vous savez, c'est justement en ça que il est important, quand on reçoit un patient, de faire un peu, de retracer un peu son contexte de vie. Qui est-il? D'où vient-il? De quelle ethnie provient-il? C'est toutes ces questions qui font en sorte que on peut cerner quels sont ces schémas de comportement. Dans certaines cultures, effectivement, taper sur la femme peut être considéré comme un signe d'amour, comme un signe d'intérêt pour la personne. Mais si l'on va creuser au fond, est-ce qu'il ne s'agit pas toujours de quelque chose qui scientifiquement, si l'on le prenait scientifiquement, pourrait être considéré comme une violence? Je ne peux pas me prononcer de façon forte et péremptoire, mais se faire battre, a priori, n'a rien de romantique. Heureusement d'ailleurs. A priori, heureusement d'ailleurs. D'abord, se faire battre, c'est déjà de la violence et la violence est vraiment condamnable. Alors aujourd'hui, on voit les dérives sur les réseaux sociaux. On sait que vous êtes camerounaise, vous allez forcément sur les réseaux sociaux. On voit des gens qui sont toujours très énervés sur les statuts des blogueurs, des influenceurs, toujours en train de dire des mots méchants. On voit une jeunesse un peu qui, quelque part, promeut peut-être l'homosexualité, excusez le terme, peut-être promeut un peu des pratiques quelque peu convenable. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la société camerounaise, notamment la jeunesse, a besoin d'une psychanalyse quelque part, d'une thérapie entre autres?
Ben, je crois que ce qu'on observe sur les réseaux sociaux, c'est en fait une libération de l'agressivité. C'est-à-dire que quand des populations se retrouvent dans un environnement clos, elles ont besoin de libérer leur agressivité. On a fait des études avec des rats de laboratoire. On les a enfermés dans une cage. Et plus la population de rats augmente, aussi l'agressivité croît dans la cage. On peut se dire aujourd'hui, en regardant la concurrence au sein de la jeunesse pour la survie, que nous sommes un peu dans un endroit clos. Et que les uns et les autres essayent de survivre. Et pour survivre, on devient agressif. On est agressif envers les personnes qui semblent réussir par rapport à nous. On est agressif envers les personnes qui sont en vue, et parce qu'on souhaiterait soi-même aussi être en vue. Mais c'est typiquement camerounais, cette façon de voir les choses toujours en dénigrant l'autre. Quand on regarde par exemple comment notre équipe nationale se comporte dans les compétitions internationales, vous parlez de l'équipe de football senior, d'accord, et que on entend les commentaires que les Camerounais peuvent porter sur leur équipe en cas de défaite, on se rend bien compte que c'est typiquement camerounais, cette façon de dénigrer systématiquement l'autre. Quand on regarde une émission comme, il y a une nouvelle émission là, 4 mariages pour une lune de miel. Tout à fait. Quand elle se passe en Côte d'Ivoire, il y a comme une certaine courtoisie entre les participantes. Mais celle qui se tourne au Cameroun, mais on a l'impression que c'est un pugilat. Même si à la fin, elles se réconcilient et tout ça. Mais les Camerounais ont un peu cette tendance à être grande gueule, calomniateurs, etc. Un peu comme pour se valoriser. Est-ce qu'il faut les psychanalyser? Est-ce qu'on psychanalyse tout un peuple? Je crois que la psychologie est individuelle. Oui. Alors aujourd'hui, on rencontre des cas de suicide. Comment est-ce qu'un individu peut en arriver à se ôter la vie? À sauter la vie. Il y a tellement de raisons qui peuvent amener à sauter la vie. Mais la principale raison, la principale cause de suicide, c'est la dépression. Donc les personnes qui sont en situation de dépression ont de fortes chances de développer des pensées suicidaires et donc d'arriver au passage à l'acte qui malheureusement est fatal parfois, très souvent. Donc il y a aussi ce phénomène de psychose qui peut faire en sorte qu'on entende des voix qui vous poussent à... Et là on parle de quoi? Des troubles dissociatifs de la personnalité? Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, la schizophrénie, c'est ça? Oui, par exemple. Par exemple, donc ça, on peut se retrouver à entendre des voix qui nous poussent à l'acte. Alors aujourd'hui, on sait quand même que le Cameroun traverse plusieurs crises, notamment celle du Nord, c'est peut-être de l'extrême Nord et de l'Est. Que pensez-vous aujourd'hui des changements de comportement pour peut-être pallier à ce genre de crise? Que faut-il faire selon vous? Cette question est assez difficile parce que le conflit remonte aujourd'hui à plus de 4 ans. Oui, 2016. Voilà, c'est ça. Donc, il est difficile de répondre de but en blanc comme ça à une pareille question, parce que entre-temps, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Les gens ont eu le temps d'être blessés, les gens ont eu le temps de... Donc, je crois que ce genre de questions doit être étudié en comité, en think tank, en comité de réflexion restreint entre plusieurs disciplines, où chacun pourra apporter des éléments qui vont permettre de comprendre ce qui se passe et de comment est-ce qu'on peut... voilà. Alors des fois aussi, on va toujours continuer peut-être dans cette même lancée, il y a l'armée camerounaise et peut-être même l'armée dans le monde, après avoir subi une guerre, il y a ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, on voit des soldats qui aujourd'hui se comportent d'une manière un peu exagérée, violente. Comment faire pour pallier à ça, à ce stress post-traumatique? Il est inévitable. Il est inévitable parce que ces personnes rencontrent des situations qui sont tout à fait difficiles à vivre. C'est difficile de tirer sur un être humain.
Mais quand vous êtes appelé à tirer sur des êtres humains, pas seulement sur un seul être humain, il y a des choses que vous emmagasinez en vous qui doivent sortir. C'est difficile aussi d'assister à la tuerie de ses compagnons de combat. C'est difficile d'assister au viol de femmes sur les terrains de guerre. C'est difficile d'assister à tout cela et ça cause le trauma. Et donc, pour venir à bout du trauma, il y a plusieurs thérapies qui peuvent être efficaces. Notamment, il y a une nouvelle thérapie qui est celle de la désensibilisation par le retraitement de l'information au moyen des mouvements oculaires qu'on appelle EMDR, qui permet justement d'aider ces personnes qui ont subi des traumatismes à sortir de leur trauma. Il y a également les thérapies cognitivo-comportementales qui permettent par la restructuration de la pensée, notamment, à sortir de ces difficultés. Alors aujourd'hui, c'est vrai quand même qu'on parle de psychologie, mais on parle souvent aussi de l'hypnose. Est-ce que l'hypnose est réellement utilisée Bon, personnellement, l'EMDR est une forme d'hypnose. Ah, d'accord. Oui, donc l'hypnose au départ a été développée par Freud et ses compagnons. Et personnellement, moi, j'ai jamais utilisé l'hypnose. Personnellement, je n'ai jamais été soumise à une séance d'hypnose. Donc, je sais pas très bien comment ça fonctionne, mais ça va chercher dans les mécanismes neurobiologiques. Donc, le cerveau, le cervelet, et puis... là, on est sur la neuroscience, en fait. On est là sur la neuroscience. On est là sur la neuroscience, mais à cheval avec la psychanalyse. Voilà. Alors, que peut-on dire du complexe que peut mener l'exclusion sociale, ou bien peut-être le rejet? Le rejet. Bon, le rejet fait partie de ce qu'on a appelé les 5 grandes blessures émotionnelles. Donc, parmi ces 5 blessures, on peut citer l'abandon, on peut citer l'humiliation, on peut citer... Donc, le rejet, ça fait partie des 5 blessures émotionnelles. Et vous me demandiez, l'exclusion sociale aussi. Quand un enfant est exclu socialement, il se sent peut-être... Bon, ça va toujours sur le rejet, il se sent rejeté parce que c'est le sentiment qu'il a. Parce qu'on va toujours sur l'enfant. Parce que c'est l'enfant qui forge peut-être la personnalité. Voilà. Quand il se sent exclu de la société. Parce que c'est pas la société qui l'exclut, peut-être lui-même s'exclut de la société. Par rapport au rejet... Bon, le rejet, en fait... Il y a un manque peut-être d'affection paternelle, maternelle qui n'a pas peut-être bien marché... La psychologie est assez complexe. Elle n'est pas 1 plus 1 comme les mathématiques. Ah, il n'y a pas de logique. La logique en psychologie n'est pas celle des mathématiques, dans la mesure où 2 enfants qui vivent des situations à peu près similaires vont les intérioriser de façon totalement différente. Et de ce fait, l'un pourra dire j'ai été rejeté, pendant que l'autre dira non, mais moi j'ai été aimé à la folie. Pourtant, le traitement a été à peu près similaire, on va dire. Sensiblement le même. Donc, la façon dont les gens intériorisent les événements qu'ils ont vécus vont leur faire les considérer soit comme des situations de rejet, soit comme des situations d'acceptation. De la même manière, il y a un rejet véritable, c'est-à-dire qui peut être caractérisé. Un parent qui dit des mots méchants à son enfant, qui le rejette ouvertement, etc., ça s'appelle du rejet. Après, un enfant qui subit le rejet objectif va peut-être compenser autrement en ne ressentant pas cela comme un rejet. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'en psychologie, 1 plus 1, ça fait pas forcément 2. Ce n'est pas linéaire, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Alors, on va un peu aborder la question du narcissisme. C'est vrai qu'on parle de psychologie aujourd'hui, c'est intéressant. Que pensez-vous du narcissisme? Peut-être exacerbé, on ne sait pas. Le narcissisme, c'est d'abord quoi? Le narcissisme, de façon basique, c'est l'amour pour soi-même. L'amour pour soi-même, la centration sur sa personne. Et Freud
et ses compagnons psychanalystes, oui, ont décrit le narcissisme pour faire, pour permettre de comprendre comment la personnalité de l'enfant se forme. Ouais. On passe par une phase narcissique dans laquelle on a l'impression que tout nous est dû. Ma mère, elle est pour moi, elle a été créée pour moi. Mon père, il a été créé pour moi et je dois m'en servir. Donc, c'est à l'âge du stade oral, en fait, que l'enfant se comporte de cette façon. Mais progressivement, et au fur et à mesure des stades de développement, il va se détacher de ses parents et son narcissisme va aller décrescendo. Donc, il est tout à fait normal à la naissance d'être narcissique. Mais si ce narcissisme n'est pas transcendé à un certain âge, à une certaine période de la vie, à ce moment, on développe des pathologies qui doivent être prises en charge. Ouais. Ben, on connaît plein de narcissiques, on ne va pas les citer aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a un talent de femme. Abordons un peu les questions femmes. Alors, que pensez-vous de la place de la femme dans la société, notamment dans la gestion de la famille? Moi, je pense que la place de la femme est centrale. Je rame un peu à contre-courant par rapport à beaucoup de choses qui s'entendent aujourd'hui. Je pense que la femme est le gardien de la maison. Le gardien du temple, des valeurs et de tout. Ce n'est pas quelque part un peu une pensée d'une société matriarcale à un moment donné? Vous voulez dire patriarcale? Matriarcale. Ouais. Ben non, pas forcément. C'est juste du réalisme. C'est-à-dire que la maman donne la vie et elle doit entretenir la vie. Le papa vient en appoint pour soutenir la vie, pour protéger la vie. C'était comme ça dans les sociétés primitives. Dans certaines sociétés, il faut bien le souligner. Voilà, c'était comme ça dans certaines sociétés primitives. Et ça s'est répandu dans le monde comme étant le modèle à suivre. Mais je peux vous garantir qu'à Tahiti, par exemple, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ah, vous étiez à Tahiti? Non. C'est une belle île à passer, très jolie. Tout se passe dans les recherches, c'est-à-dire qu'il y a les ethnologues qui nous rapportent que sur telle île ou bien alors à tel endroit, voilà comment les choses sont organisées sur le plan de la famille. Bon, donc moi je disais, je suis plus traditionnaliste judéo-chrétien, c'est-à-dire que la maman est à peu près le centre de la famille et elle est celle qui donne la vie et qui l'entretient et le père est celui qui la protège et qui la soutient. Donc, j'espère qu'on a bien compris à la télé. Il y a la psychologue en chef qui est là. Donc, ce n'est que mon avis. Après, chacun est libre d'avoir le sien. Oui, donc moi j'aime beaucoup un passage de la Bible qui est Proverbe 31 et que je reprends d'ailleurs en intégralité dans mon ouvrage et qui dit ceci: la femme vertueuse, c'est celle qui se lève tôt le matin, qui va chercher son pain, qui affrète un navire pour aller chercher son pain et qui voit un champ, qui l'acquiert, qui donne de la nourriture à ses servantes, qui revêt sa maison de cramoisi pour l'hiver. Donc, c'est quelqu'un d'absolument actif, d'absolument, compétent. C'est quelqu'un autour de qui la vie est centrée. Parce que ce qui se dit par la suite, c'est que aux portes, les gens louent son mari. Donc, en fait, finalement, c'est elle qui fait la famille. D'accord. Oui. Mais est-ce que c'est possible encore de nos jours d'avoir cette femme superwoman, Wonder Woman? On en a quand même. On en a aujourd'hui, Madame Carlo Stéphanie. Ça pose le problème suivant. Ça pose le problème de la contribution de l'homme à la vie de famille. Parce que nous recevons en cabinet beaucoup de couples où l'homme a complètement démissionné de la vie de famille pour se consacrer soit à sa carrière,
soit alors à monter, à descendre, et la femme se sent seule, incomprise, rejetée. Donc l'homme doit prendre sa place de protecteur. L'homme doit prendre sa place de soutien. Certes, la femme est appelée à travailler, mais l'homme doit soutenir. D'accord. Alors, on va prendre notre message. On sait que l'émission est interactive. Bonsoir à vous sur le plateau. Moi, c'est Méphir et Mariam. Par rapport au rejet, lorsque ton père te rejette, que faire pour surmonter cette peut-être douleur, surtout que ta mère ne vit plus, sans oublier que tu es né hors mariage. Ok. D'accord. La situation de Mariam. La situation de Mariam est une situation qui effectivement pose problème, dans la mesure où elle est née hors mariage et son père, certainement ne voulant pas gérer la difficulté qu'il y a à avoir un enfant en dehors de son mariage, préfère la rejeter. Ou alors elle le ressent comme étant rejeté. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que la première chose, c'est engager une communication. Est-ce qu'il est possible pour Mariam d'aller vers son père et de lui expliquer dans des termes simples et tels qu'elle le ressent, mais papa, je me sens rejeté par toi, j'aimerais tant avoir ton amour, j'aimerais tant me sentir aussi comme tes enfants légitimes, voilà, etc. Et voir la réaction de son papa. Si la réaction est positive, tant mieux. Mais si son papa continue de la rejeter, à ce moment, est-ce qu'il n'y aurait pas un médiateur dans la famille qui pourrait l'aider à aborder son père de sorte que son père essaye de comprendre la difficulté dans laquelle elle se trouve. Bon, dans le cas où il n'y aurait pas de médiateur, je crois qu'il faut plutôt apprendre à se construire en dehors de l'amour de ce père qui vous le refuse. Et comment le faire Comment le faire en imaginant par exemple, si mon père était mort, qu'aurais-je fait? Mais là, il faut faire une introspection quand même assez grande. Hein, oui, et ça demande un travail sur soi. Ça demande parfois d'être accompagné parce que ce n'est pas évident justement de mener ce cheminement-là. D'accord. Il y a une autre question qui arrive. Bonjour, j'aimerais savoir comment réagir avec un enfant de 8 ans qui est très calme et introverti, respectueux, timide, mais qui a une colère démesurée. L'enfant à 8 ans d'abord, c'est un enfant qui entre dans la période de latence. La période de latence, c'est une période qu'on appelle la période de l'oubli. Donc, c'est une période où il est porté plus vers ses études, il est porté vers des choses vers ses apprentissages. Et donc, forcément, il y a comme une accalmie dans son comportement. Maintenant, c'est un enfant qui est en même temps colérique. Qu'est-ce qui cause ces colères? Il faut déjà questionner pour savoir ce qui cause ces colères. Et une fois qu'on saura ce qui cause ces colères, on pourra chercher un peu d'où viennent ces colères et comment on pourrait les gérer. Ça, c'est le conseil que vous donnez à la maman Oui, c'est-à-dire que a priori comme cela, il faudrait qu'elle essaye d'identifier les causes de la colère de l'enfant. C'est-à-dire, est-ce que l'enfant se met en colère quand on lui demande d'aller se coucher? Est-ce que l'enfant se met en colère quand on lui demande d'éteindre la télé? Est-ce que l'enfant se met en colère quand c'est le moment de partager le repas? Donc, en fonction, on saura si c'est un problème superficiel ou si c'est un problème beaucoup plus profond. Mais là, comme ça, sur le plateau, il m'est impossible de lui donner un conseil. Il n'y a pas de consultation. Il n'a pas consulté. Il n'avait pas l'état psychologique de l'enfant, peut-être. À distance. Voilà. Donc, mais en général, les enfants à cet âge-là doivent être calmes, sont calmes, puisqu'ils sont dans la phase des apprentissages, des grands apprentissages. Maintenant, pourquoi il se met en colère, c'est assez difficile à déterminer. D'accord. Alors, on va prendre maintenant la deuxième phase. C'est vrai qu'on a beaucoup discuté de psychologie, c'était très intéressant. La seconde phase consiste à la découverte, c'est-à-dire quelques avis, notamment concernant Madame Camille Stéphanie, qui est là, ce qu'elle représente pour eux. Ben voilà, écoute, on va mettre en exergue
vos amis et vos connaissances. Sans plus tarder, on va prendre la seconde phase. Je suis André Achimeka, journaliste, concepteur et présentateur de l'émission Campus des Savoirs sur Radio Campus. Je rencontre Madame Sobgui par l'entremise d'un confrère et ami Jean-Jacques Foucault. Ce que je sais de Madame Sobgui sur le plan déjà professionnel, c'est que c'est une femme qui a un parcours d'abord assez dynamique de par ses activités sur le plan professionnel, mais également dynamique du point de vue de son parcours académique, d'abord diplômée d'électrique et avec cette belle présence aujourd'hui dans le monde de la psychologie. Dans l'univers des médias, nous avons ce que nous appelons les bons clients, et Madame Sobgui est une bonne cliente du point de vue de la qualité de ses interventions, de la maîtrise de son sujet. Et donc, lorsque je la sollicite, elle ne se fait pas prier pour répondre présent, ceci pour la gouverne des auditeurs. Et je trouve cela magnifique. Son ouvrage, son essai, Vivre épanoui, est un indicateur, je dirais, infaillible de l'estime qu'elle a pour l'humain, mais également de sa passion de voler au secours de toutes ces personnes très souvent tentées par le découragement. Elle travaille donc pour la motivation, pour accompagner. Et je pense, pour ma part, sans toutefois la porter au pinacle, que Madame Sobgui, de par son parcours et de par son expérience sur le plan professionnel, est aujourd'hui un personnage inspirant pour les jeunes et pour la jeune génération qui aspire également à faire ses preuves sur le plan professionnel et même sur le plan social. Alors, Madame Sobgui, c'est comme ça qu'ils vous appellent. Alors, c'est quoi cette dénomination? Ben, on va dire que je suis née Sobgui, Ouais. et je suis Madame Camio. Achille, j'espère que tu l'as bien compris. Hein. Je connais très bien Achille Rebecca. Madame, c'est Madame Camio. Est-ce que vous l'avez suivi? Alors, il vous parle de vous comme d'une femme inspirante qui a beaucoup d'activités et qui a un esprit très ouvert aussi. Je suis très flattée par les propos d'Achille. Je ne m'attendais pas déjà à le voir, et donc je dis, je vous tire mon chapeau, parce que vous allez fouiller dans les vies et Bien sûr. C'est ça, il faudrait bien qu'on sache que la femme talentueuse qu'il y a aujourd'hui, et puis avec votre apport, c'est vrai que cette émission aujourd'hui, elle est plus psychologique, on parle beaucoup plus de la pensée là. Oui, on a beaucoup parlé de pensée depuis le début. Ouais. Et peut-être qu'il est temps qu'on passe à autre chose. Alors, on va rester dans la pensée. Hein, Ok. On a besoin de psychanalyste sur ce plateau, peut-être même à Info TV, parce qu'on en a toujours besoin pour changer un peu la société. Alors, on va prendre la deuxième vidéo. Que faut-il dire? Stéphanie, c'est ma petite sœur. C'est quelqu'un qui a eu un parcours dans lequel elle a toujours été égale à elle-même, quelqu'un de déterminé, je dirais même d'obstiné. Donc, pendant ces années de lycée, elle a été lauréate du concours organisé par une compagnie de la place, UCB en l'occurrence. Elle était major UCB. C'était les premiers des régions dans chaque série qui étaient primés. Et je pense qu'elle ne l'avait pas volé. C'est quelqu'un qui trouvait toutes les occasions pour se cultiver, et donc pour chercher la connaissance. Et elle n'a pas changé. Elle est très ouverte. Elle aime découvrir les nouveaux savoirs. Et dans sa vie, ça l'aide au quotidien, je pense.
le livre qu'elle commet lui ressemble tout à fait. Elle est généreuse, donc je pense que le fait de donner des outils à tous pour améliorer la vie quotidienne, je pense que c'est vraiment Stéphanie, de chercher qu'autour d'elle, les gens se sentent bien. D'ailleurs, dans sa famille, dans sa petite famille, ses enfants, son époux, je pense qu'il bénéficie au quotidien de cette générosité. Et nous-mêmes, d'ailleurs, ça rejaillit sur nous. Elle a toujours quelque chose à donner. C'est vrai que, du coup, elle est très rigoureuse. Elle ne comprend pas qu'on ne comprenne pas. Elle ne comprend pas qu'on n'essaye pas de faire autant. Mais je pense que sa générosité et peut-être son métier aussi de psychologue qu'elle a choisi l'aide à comprendre justement et à être en même temps disposée à aider, à soutenir, à accompagner. Bref, c'est quelqu'un agréable à vivre et c'est quelqu'un qui peut aider les autres à aller de l'avant, à se transformer, à avoir des réussites. Je pense que sa vie familiale le démontre et à se transformer, à avoir des réussites. Je pense que sa vie familiale le démontre. Et je ne peux que lui souhaiter encore beaucoup de succès et beaucoup de courage pour sa vie. Votre sœur Suzanne, qui parle de vous comme quelqu'un d'assez rigoureuse, très aimée, qui ne supporte pas peut-être l'insupportable, qui est toujours auprès de la famille, des enfants. Bon, bref, que ressentez-vous avec ce témoignage? Je crois que je sens beaucoup d'amour. Et je me découvre au travers de ce que tous les deux ont dit. Et je crois que quand ils reviennent tous les deux sur mon parcours, c'est pas anodin. Parce que de toutes les façons, il est assez atypique. Et bref, je sais pas quoi dire. Hein. Je sais pas. Vous êtes ému, c'est quoi? Bon, il en faut plus pour m'émouvoir encore, mais je peux vous dire que ça me touche. Voilà. Ça vous touche. Voilà. Un petit mot de vos proches, de comment est-ce qu'ils vous perçoivent, qui est Madame Camille Stéphanie, l'auteur, et puis entre autres la psychologue qui est venue nous éclairer sur ce plateau aujourd'hui. C'est la première fois qu'on reçoit une psychologue. Moi, je me sens déjà changée avec votre témoignage. Alors, on va prendre la dernière rubrique qui n'est autre que le... Alors, nous sommes de retour sur Talent de Femme, mais on a beaucoup de fou rire. Alors, le quiz, c'est pas une rubrique quand même assez compliquée, comme me poser la question, l'invité. Aujourd'hui, on va parler peut-être des questions de fait de société, ce qui mine la société en tant que femme qui justement impacte, en tant que femme leader, elle va nous donner son avis sur certaines questions, notamment des questions qui fusent un peu de partout et peut-être même de nos téléspectateurs. Alors on va commencer par la première question. Madame Stéphanie, que pensez-vous des produits décapants? Donc à plusieurs reprises, j'ai été interpellée dans les médias, notamment chez un de vos confrères de la presse écrite, et chez André Achille justement par rapport au décapage. Mais je crois que c'est quelque chose de déplorable parce que si Dieu a créé le monde avec une aussi grande palette de couleurs, de carnations, c'était justement pour que nous puissions admirer la beauté de la différence. Donc ce serait vraiment, à mon sens, on va dire quoi, dommage de se décaper. Mais aujourd'hui, on trouve des femmes qui se disent belles avec cette couleur de peau, ce changement de peau. Elles se sentent mieux dans la peau. C'est vrai que vous êtes psychologue. Est-ce que quelque part, on a vu le ministre de la Santé parler de complexe? Certaines femmes se sentent inférieures quand elles n'ont pas, elles n'usent pas de ces produits un peu qui changent la peau, qui leur fait ressentir une certaine aisance, notamment sur le plan peut-être psychologique aussi. C'est vrai qu'il est très difficile dans notre environnement d'être noir et fier. Il est très difficile parce que les hommes
donne l'impression aux femmes que c'est le teint jaune, le teint clair qui est le meilleur. Ouais. Les parents donnent aux enfants l'impression que les enfants clairs sont les plus beaux. Et donc, il est assez difficile pour un enfant sombre de se considérer comme étant un bel enfant. Ouais. La publicité, les médias, tout cela favorise, comment dire, l'affection pour les carnations claires. Ouais. Alors, est-ce que c'est un complexe qui fait en sorte que les femmes se décapent? Ça peut être un sentiment d'infériorité, effectivement, une mauvaise estime de soi. Ça peut être le fait d'une éducation qui n'a pas marché de ce point de vue. Ça peut être tout simplement le fait de l'envie de plaire, de se plaire à soi-même ou de plaire à quelqu'un. Donc, il y a plusieurs raisons qui poussent les gens à se décaper. Alors aujourd'hui, ça devient un fait de société quand même assez récurrent. Parce qu'on voit des femmes, teint métis, 72 heures, 48 heures, je sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne pervertit pas la société avec ce genre de pratique? C'est certain que la société est pervertie parce que imaginez-vous que nous nous retrouvions, si tout le monde s'y mettait, nous nous retrouvions tous de teint clair sur un continent dit continent noir. Voilà, donc c'était juste pour vous faire rire un peu. Ouais. Donc il y a une dérive forcément. Alors on va passer à la question suivante. Vous savez, il y a quelques temps aux États-Unis, il y a eu justement des lois qui ont été mises sur pied et puis il y a des contestations, notamment concernant l'IVG dans certains États. Aujourd'hui, que pensez-vous de l'IVG? Il faut déjà, comment dire, faire la différence entre l'IVG thérapeutique et l'IVG ordinaire. Donc l'IVG thérapeutique, c'est parfois pour sauver la vie de la mère. Et quand quelqu'un un enfant peut-être a une déformation, une malformation dans le ventre après l'échographie, des fois on décide d'interrompre la grossesse aussi. Oui, ou alors quand on se rend compte que la grossesse en question peut être dangereuse pour la vie de la maman, on préfère sauver celle qu'on connaît et laisser passer celui qu'on ne connaît pas encore. Voilà. Donc voilà. Et puis il y a cette comment dire, cette envie pour les femmes d'être libres de leur corps, libres de... Et puis, il y a cette question aussi des enfants conçus dans le cadre de viol et consorts. Personnellement, je suis contre l'IVG, personnellement, avec tout ce que ça peut Même si la personne a été violée... La femme a été violée. C'est assez difficile, mais je ne voudrais pas être péremptoire. Je crois que dans la vie, il ne faut pas être forcément péremptoire. Il faut étudier les situations, parfois. Voilà. Mais a priori, je suis contre. Vous êtes contre l'IVG. Alors aujourd'hui, on va continuer dans ce même domaine. On parle aujourd'hui des transsexuels. Que pensez-vous justement de ce changement de sexe? Ou bien des gens qui se sentent femmes à la place des hommes, hommes à la place des femmes? Je sais pas trop. Bon, bref. Ça dénote toujours du problème quelque part psychologique aussi. Ça dénote de problèmes psychologiques aussi, entre autres. Je n'ai pas fait d'études sérieuses, mais de mon observation, je me dis que c'est un trend, c'est un mouvement qui est en train de gagner le monde, en ce sens que on a... C'est assez difficile de se mettre à porte-à-faux avec un ensemble de choses qui sont en train de se faire sur le plan mondial aujourd'hui, notamment en ce qui concerne les questions de genre, où au départ on disait il ne faudrait pas que les filles soient reléguées à certaines tâches et que les garçons à d'autres. Et après ça a évolué en disant aux garçons, exprimez votre féminité en vous. Et ensuite ça a évolué en disant vous pouvez être la personne que vous sentez que vous êtes. Et vous voyez, chaque fois le curseur bouge et on se retrouve dans une situation où on ne sait plus qui est homme et qui est femme.
est-ce que c'est ça que nous voulons pour notre société? Ouais. Donc, moi, je crois que il y a un nécessaire retour, une nécessaire, pensée de la société pour dire aux gens, parce que les sociologues, les psychologues, ils ont souvent été là pour aider les gens à réfléchir aux grandes questions qui se posent à l'humanité. Ouais. Bon, dans notre société, nous avons perdu des gens comme le père Eboussi Boulaga, nous avons perdu ces penseurs-là qui nous aidaient quand même à nous demander, ok, en tant qu'Africains, qu'est-ce que nous voulons pour notre société? Ailleurs, il y a des penseurs qui ont donné, imprimé le rythme de ce vers quoi ils devaient aller. Mais ici, qui pense notre société? Et donc, ces problèmes de transsexualité, de transgenre, etc., nécessitent vraiment la pensée dans notre société pour que nous adoptions des modèles qui nous soient propres. Alors aujourd'hui, on va toujours rester dans ce même volet. Aujourd'hui, quand on dit le monde est un village planétaire, qu'est-ce que cela vous inspire? Ah, le monde est un village planétaire, mais rendez-vous compte, Odile, il y a quelques années, vous ne pouviez même pas imaginer que vous vous tiendrez ici à Yaoundé et que vous pourriez parler à votre ami aux États-Unis. Mais tous les jours, vous pouvez le faire par WhatsApp. Bien sûr. Tous les jours, vous pouvez le faire par Skype et je ne sais pas toutes les possibilités qui nous sont offertes aujourd'hui. Un village, c'est quelque chose de petit, c'est quelque chose de gérable. Ouais. Le monde, à une époque, c'était quelque chose d'immense, d'ingérable. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'avec un coup de fil, avec je ne sais pas quoi, une image, on est au courant de ce qui se passe en Indonésie, on est au courant de ce qui se passe en Australie, mais c'est juste fabuleux, quoi. Donc vous êtes pour cette assertion, le monde est un village planétaire? Bien sûr, bien sûr. Ok, avec toutes ces divisions qu'on rencontre aussi, les séparations, on a la guerre en Ukraine, vous êtes toujours pour ce ralliement? Ben, le monde est un village planétaire, il faut d'abord le prendre sur le volet culturel, parce que vous allez bien vous rendre compte que c'est un rendez-vous du donner et du recevoir, où les uns apportent quelque chose aux autres. C'est absolument fabuleux de se promener dans les rues d'une grande capitale mondiale et de se rendre compte de la diversité de typologie, de type de faciès que l'on peut rencontrer. Vous voyez des gens qui sont grands, d'autres qui sont clairs, d'autres encore qui sont métis. Et cette diversité-là vous fait comprendre en fait que le monde en fait s'est réuni dans certains centres. C'est un village. Nous sommes devenus un gros village. Nous n'imaginions pas à une époque qu'il y avait toutes ces races, qu'il y avait tous ces types de personnes. Mais aujourd'hui, il suffit d'un déplacement pour se rendre compte que le monde est en train de se réunir à des endroits précis et c'est juste très beau à voir. Tout à l'heure, vous avez évoqué la religion. Selon vous, quel est le lien entre la religion et la tradition? C'est quoi la tradition? C'est quoi la religion? Ouais. La religion est une forme de tradition. Donc, la question, à mon sens, maintenant, si je veux aller dans le sens de ce que vous êtes en train de dire, peut-être que ce serait de se demander, est-ce qu'un Africain, par exemple, a le droit d'adopter une religion qui viendrait d'ailleurs que de son village, par exemple? On pourrait poser le problème de cette façon. Moi, je crois que chacun doit être libre. Chacun est libre. Chacun doit être libre. Vous laissez le libre à tout le monde de choisir ce qu'il veut. Parce que l'épanouissement, en fait, vient de ce qu'on peut être aligné avec soi-même, avec ses valeurs. Vous devez être aligné avec vos valeurs et c'est ça, en fait, qui vous permet de vous épanouir. Quand nous recevons les gens en consultation, nous leur demandons en quoi est-ce que vous croyez. Ils peuvent nous dire, moi je crois en rien. Je ne crois pas qu'il y ait un Dieu. Ils peuvent nous dire, je crois en un Dieu,
qui est comme ci, comme ça. Ils peuvent nous dire, je crois en un autre Dieu qui est plutôt comme ça. Du moment où ça lui permet de se connecter à lui-même et que ça lui permet de trouver la guérison, alors là, c'est une bonne chose pour lui. Mais si il se trouve en contradiction avec ce en quoi il croit, il y a problème et ça peut poser des maladies. Maintenant, si vous me demandez en quoi est-ce que vous croyez, là c'est différent. Je vous dirai en quoi je crois et quelle est ma position par rapport à la tradition. Mais je crois que la question était suffisamment large pour que je vous réponde de façon large aussi. Donc, c'est un peu ça. Alors, aujourd'hui, on parle toujours de médecine, on parle de transplantation d'organes. Qu'avez-vous comme avis, notamment, parce qu'il y a certaines, on parle de tradition, certaines religions qui ne pratiquent pas la transplantation d'organes. Oui. Aujourd'hui, qu'avez-vous comme avis, notamment, concernant cette pratique la transplantation médicale, d'organes. On transplante des reins, on transplante le cœur, on transplante tellement d'organes. Vous êtes la journaliste ce soir, mais je suis trop tentée de vous poser la question, est-ce que ça vous apporte quelque chose de positif ou alors vous avez le sentiment que vraiment on devrait arrêter ça? C'est pas moi qui dois répondre à la question. Mon avis, mais moi je pense que selon mon avis, on est sur l'épanouissement comme vous avez parlé dans votre ouvrage. S'il faut sauver une vie, pourquoi pas, s'il y a compatibilité. Mais néanmoins, certaines religions et même traditions le refusent. Pourquoi? Parce que il y a eu des histoires où on a transplanté un cœur et puis la personne à qui a transplanté le cœur disait dans les rêves, je revois la personne à qui appartient le cœur, par exemple. Donc, en fait, d'où la nécessité, parce que pour que l'on fasse ce type d'opération, d'intervention, il y a toute une équipe qui prépare le malade. Il y a des gens qui s'occupent qui connaissent la tradition ou alors la façon d'être de ces personnes-là. Je ne vais pas les appeler des ethnologues, je vais pas c'est des anthropologues peut-être. Il y a des personnes qui sont des psychologues qui vont parler avec la personne pour lui expliquer l'opération par laquelle elle va passer et lui permettre d'accepter. C'est pour ça que très souvent, les délais d'attente, bon, au-delà du fait qu'il faut trouver des donneurs, les délais d'attente sont aussi longs pour pouvoir expliquer et laisser le temps à la personne d'intégrer le fait qu'elle va porter l'organe d'une autre personne. Il y a des gens qui vont vous demander, par exemple, « Ah, mais si c'était un voleur, est-ce que ça ne va pas affecter ma façon de vous comporter ?» Donc, mais je trouve absolument fabuleux que la science ait pu évoluer à ce niveau où on peut sauver des vies, sauver la vie des gens et leur donner la possibilité de vivre un peu plus longtemps et de montrer même que l'être humain est doué de, comment dire, d'une capacité de création, de création qui lui permettent de faire des choses absolument fabuleuses. Il y a quelques années, quand j'entendais parler d'exsanguinotransfusion, moi ça me faisait frémir. Mais une exsanguinotransfusion, c'est le fait de sortir quelques centilitres de votre sang pour le remplacer par un autre sang, par le sang d'un donneur. Et en fonction de la maladie dont vous souffrez, on peut totalement vider votre sang et le remplacer par un autre sang. Quand j'en entendais parler, je disais, mais mon Dieu, est-ce que ce n'est pas aller à l'encontre d'eux? Mais quand ça sauve des vies, quand ça sauve des vies, et que par ailleurs, il n'y a pas véritablement de raison objective de craindre que on devienne bandit parce que c'était le sang de ou bien psychopathe. Voilà, donc moi je pense que c'est absolument merveilleux. Alors, on va toujours rester dans la psychologie, on ne va pas éviter cette question. Parlez-nous du complexe d'Édipe. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur le complexe d'Édipe? Mais qu'est-ce qu'il en ressort du complexe d'Édipe selon vos recherches? Prenons le cas, par exemple, du cas de la société camerounaise. Qu'est-ce qu'il en ressort selon vos analyses? C'est assez difficile de répondre à cette question. Théoriquement, le complexe d'Édipe, c'est une affaire d'identification. D'identification aux parents de même sexe. Et, comment dire, de rivalité aussi avec ce parent du même sexe. Donc, la petite fille
qui découvre qu'elle n'a pas entre les jambes ce que son frère a, va en vouloir à sa mère de ne lui avoir pas donné ce petit cadeau qu'elle a donné au garçon. D'accord. Voilà, c'est ça. Et dans le même temps, elle sait que elle ressemble à sa mère et elle voudrait ressembler à sa mère. Parce que pour elle, la mère est un idéal. De l'autre côté, le garçon qui a l'impression que son père est le méchant loup qui va le castrer, parce qu'il est peut-être pas suffisamment correct dans sa façon d'être, on dit n'importe quoi là, c'est ça justement, va développer une certaine rivalité avec le père qui a l'amour de sa mère. Voilà. Et en même temps, sachant que c'est à lui qu'il ressemble, il va développer un système d'identification. Ça, c'est très simplement expliqué. Parce que s'il faut rentrer dans la mythologie grecque, qui a été à la base de ce complexe d'Oedipe, on va vous expliquer que Laos, machin et tout. Mais ça, c'est pas très important pour nos auditeurs, nos téléspectateurs. Voilà, c'est ça justement. Voilà. Donc, c'est une question d'identification et c'est une question de détachement de la figure parentale du même sexe. Et pour expliquer ce que cela veut dire du point de vue pratique, ça veut simplement dire que pour qu'un enfant grandisse bien, il faudrait qu'il y ait une figure parentale masculine et une figure parentale féminine qui vont lui permettre, dans un premier temps pour le garçon, de s'identifier à son père, en même temps de se désolidariser de certains aspects de son père qu'il ne trouve pas, épanouissant pour lui. Pour la jeune fille, ce sera de s'identifier à sa mère et de se désolidariser, c'est ça qu'on appelle rivalité, de certains aspects de sa mère qu'elle ne trouve pas intéressants pour elle. Et c'est ça, c'est ce mix-là qui va permettre que l'enfant grandisse de façon équilibrée. On va voir des enfants, on a émis l'hypothèse que l'homosexualité pourrait dériver d'un mauvais système d'identification. Ah, d'accord. On a émis cette hypothèse. Mais il y a aussi d'autres hypothèses qui disent que ça pourrait être biologique. Comme par exemple les hématies falciformes. Non, mais il y a quelques années, on disait que l'homosexualité était une maladie génétique un peu mentale, en fait. Oui, bon, on a dit beaucoup de choses. Mais les études à peu près sérieuses pour certaines. Sérieuses. Oui. Bon, moi je sais pas. À peu près sérieuses évoquent pour certaines l'hypothèse d'un système d'identification mal déroulé. D'autres évoquent des problèmes, en fait, des problèmes potentiellement biologiques. Voilà. Oui, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir un homme, un individu, mais qui aujourd'hui se retrouve avec peut-être une poitrine ou bien, je sais pas moi. Est-ce que ça peut mener à peut-être ce genre d'identification? Pourquoi est-ce que nous allons chercher des choses... hermaphrodites, peut-être. Oui, pourquoi allons-nous chercher des choses qui, dans une société où nous n'avons pas encore résolu les grands problèmes, pas que ce ne soit pas un grand problème, pourquoi allons-nous chercher des sujets qui nous sont imposés d'ailleurs? Je m'explique. Nos enfants ont des difficultés jusqu'à une certaine période. Nous n'étions même pas au courant que ces choses existaient. Même si par ailleurs, on nous dit que ça existait depuis de nombreuses années. Pourquoi subitement nous nous focalisons dessus? Pourquoi subitement nous oublions quels étaient nos problèmes avant, quelles étaient nos préoccupations, nos priorités avant, pour nous focaliser sur des choses pour lesquelles on n'a pas les moyens de recherche suffisants. Les Occidentaux ont des centres de recherche qui leur permettent d'effectuer des recherches sur divers sujets. Nous n'avons pas ces centres de recherche-là. De deux choses l'une, soit on se dit, ok, le phénomène est déjà en train de prendre l'ampleur chez nous et il faudrait qu'on commence à mener des études sérieuses pour comprendre ce qui se passe et on crée des centres de recherche. Soit alors on se dit, le phénomène est encore marginal et on a des problèmes autrement plus importants. Je n'ai pas dit beaucoup plus importants, mais j'ai dit autrement plus importants que nous pourrions
adresser. Et à ce moment, on se détourne de ce type de problème, on crée des cellules de réflexion, parce que dites-vous aussi que, ok, dans l'hypothèse que, je me place dans le domaine de la science, bien entendu, dans l'hypothèse que ce serait un problème physiologique, dans l'hypothèse que ce serait un problème d'identification mal déroulé, comment est-ce qu'on fait pour le prouver? À ce moment, on crée un comité restreint qui est chargé de mener des études pendant que la société générale, la société globale continue de s'intéresser aux problèmes majeurs qui se posent à nous. Mais ne nous focalisons pas sur quelque chose qui semble être marginal pour l'instant, comme si c'était ça le centre de notre vie. Alors aujourd'hui, on parle du Made in Cameroun, on va pas sauter cette question. Que pensez-vous de valoriser la production locale, valoriser peut-être nos essences locales, notamment concernant l'importation d'autres produits qui viennent d'ailleurs? Le développement du Cameroun va se passer par l'élaboration de produits locaux, de produits faits essentiellement ici au Cameroun. Donc, nous avons au Cameroun des industriels ou alors des en fait, comment je vais les appeler? Des personnes qui se sont lancées dans l'industrie alimentaire, l'industrie de fabrication de matériel électrique, l'artisanat, etc., qui sont les rudiments de la mise sur pied de ce qu'on va appeler le Made in Cameroun. Et tant que nous n'aurons pas compris que nous devons consommer camerounais, nous serons à la traîne et nous aurons des difficultés pour nous en sortir. Mais pour consommer camerounais, il faut également qu'il y ait des mesures qui vont permettre que la production locale soit à des prix et soit d'une qualité qui permettent de tenir la concurrence. Je vais vous dire une chose. En termes d'engagement personnel, quand je vais au marché, devant deux produits, je choisis prioritairement le produit camerounais, sauf si c'est un produit qui pourrait m'empoisonner. Voilà, c'est ça. Mais je choisis prioritairement le produit camerounais. Ça fait vivre les familles du Cameroun. Pas que les autres ne le fassent pas, mais ça fait encore plus vivre les familles camerounaises. Il y a toujours ce problème peut-être de confiance aussi, notamment concernant les produits locaux. On n'a pas justement cette certitude avec la norme peut-être qui a normé les produits. Il y a eu le cas de notre député Noran qui justement vend des produits qui n'ont pas eu d'autorisation. Il y a justement cette norme qui n'est pas toujours appliquée et puis qui prête un peu à confusion parce qu'on a peur d'avoir des produits dont on ne connaît pas la provenance aussi. Il faut l'avouer. Oui, ça c'est clair que c'est un souci, mais il y a beaucoup d'autres produits sur le marché qui ont reçu des certifications de laboratoires sérieux. Je vais prendre par exemple les produits sans faire de publicité de NT Food. Je vais prendre des produits inoffensifs comme les éponges métalliques, comme les allumettes, comme les cahiers Safka et les cahiers Citracel. Sans publicité. Mais je donne ces noms pour que les Camerounais sachent que ce sont ces produits-là qui sont des produits camerounais et qu'on peut les acheter. Donc, pour permettre à l'économie camerounaise d'évoluer. Voilà, l'émission arrive à sa fin. Mais avant de partir, il y a une question qui a été posée, j'ai pas lu. Comment fait-on pour reconnaître quelqu'un qui est supposé être psychopathe? C'est la question qui a été posée. Je ne sais pas. Les films vous montrent tellement de choses. On voit des personnages qui découpent d'autres exemplaires. On m'a posé la question plusieurs fois. Demande à la psychologue, c'est quoi un psychopathe? Un psychopathe, en fait, c'est quelqu'un qui souffre justement des problèmes d'attachement, des problèmes d'un attachement qui s'est mal déroulé et qui donc à l'âge adulte va développer des types de relations à la société qui sont pathologiques, psychopathes. Donc pathos, la maladie, psyché, voilà. Donc c'est simplement dit. Et donc cette pathologie peut valer
des meurtres, comme on voit des meurtres en série, comme on voit, à des comportements sociaux évitants, comme des gens qui vivent reclus. Il y a des gens qui vivent reclus, comme donc voilà. Je sais pas si Hitler était sociopathe. On a dit ça à un moment. Ouais, c'est ce qui a été dit avec ces agissements et puis l'être humain, je sais pas moi, les Aryens, la race aryenne, entre autres. Bon, bref, nous arrivons au terme de cette émission qui a été très intéressante, surtout qui nous a éduqués, notamment moi, la présentatrice. Merci d'être passée chez nous, Madame Camille Stéphanie. C'est moi. Voilà, mais avant de partir, c'est notre tradition, face à la caméra, vous donner un conseil, notamment aux femmes, peut-être même les femmes entrepreneurs, leaders, la jeune fille aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de la société? Quel est le conseil que vous pourrez leur prodiguer en tant que femme leader, auteur aussi, parce que vous allez parler d'épanouissement? Que faut-il faire pour être épanoui aujourd'hui au Cameroun? Alors, moi, je vais m'adresser aux femmes leaders essentiellement. Les femmes leaders, en fait, ce sont des femmes qui ont réussi à se hisser à un niveau de la société tel qu'elles sont un modèle pour d'autres et qui portent en elles une vision. Et ce sont des femmes, ça peut être des mamans, tout simplement. Elles ont peut-être la vision d'une famille bien construite. Ça peut être des chefs d'entreprise. Elles ont la vision d'une solution à apporter à un problème de société. Et moi, le conseil que je vais leur donner, c'est soyez confiantes, avancez, ne vous laissez pas, distraire par les bruits autour de vous, mais avancez dans la vision que vous vous êtes donnée et vous allez vous rendre compte au bout du chemin que vous aurez fait quelque chose d'impactant pour la société. Merci du conseil. Alors, où trouve-t-on votre ouvrage Vivre épanoui. Voilà. Donc voilà, il y aura une seconde cérémonie de dédicace après celle de 2020. Dans l'espace sans publicité quartier Mozart au quartier Vogbi à Yaoundé. La date reste encore à définir. Et le prix de l'ouvrage? Le prix de l'ouvrage, c'est 3 000 francs. 3 000 francs. On le trouve où? On le trouve essentiellement aux éditions de Midi, tout près de la polyclinique Tinga. D'accord, merci. Alors, merci de nous avoir suivis. Nous sommes au terme de cette édition. Passez un bon après-midi. On se dit à samedi prochain avec une nouvelle invitée. Portez-vous bien et surtout restez scotchés sur la chaîne du Vivre Ensemble. Alors, soyez sages et puis on se dit à samedi prochain.